Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 14h42, l'émission faite en partenariat avec PC Impact et Arrêt sur Image. Alors je ne sais pas si vous savez, mais Julian Assange et Brice Hortefeux ont un point commun. Tous les deux ont dit et expliqué que les RG ou la Stasi en avait rêvé, Facebook l'a fait. Alors, c'est pas du tout pour les mêmes objectifs. Hortefeux comparait Facebook au RG en disant « Mais pourquoi est-ce que vous avez quelque chose à reprocher aux fichiers policiers ? Pourquoi vous êtes contre les fichiers policiers alors que vous balancez tout sur Facebook ?» A contrario, Julian Assange, lui, comparait Facebook à la Stasi pour dénoncer la société de surveillance. Alors aujourd'hui, on va en parler avec Antonio Casilli, bonjour. Bonjour. Qui est chercheur en humanité numérique à Télécom Paris Tech. C'est quoi les humanités numériques ? C'est l'application de toutes les méthodes natives du web ou du numérique aux sciences sociales et aux sciences humaines. Donc c'est un nouveau domaine de recherche qui commence à se faire. Concrètement, c'est la sociologie. Sociologie et d'autres disciplines liées aux usages du numérique, du web, des mobiles et ainsi de suite. Aujourd'hui, alors on va être clair, on s'est vu 3 fois physiquement, mais on se suit mutuellement sur Twitter, donc on se tutoie, voilà. C'est comme ça, sur Twitter, on se tutoie, donc on va faire pareil. Aujourd'hui, je te reçois parce que donc t'as sorti un essai l'été dernier en français, qui vient aujourd'hui d'être traduit en anglais et qui sort un livre. C'est contre l'hypothèse de la fin de la vie privée. Against the hypothesis of the end of privacy. C'est quoi cette hypothèse de fin de la vie privée ? Tu trouves ça bien, pas bien ? Qui est-ce qui incarne cette hypothèse de la fin de la vie privée ? Bon, je crois que le titre est assez clair. Contre l'hypothèse de la fin de la vie privée, effectivement, veut dire qu'on prend une position contre certains acteurs, surtout du numérique, et les géants du web, qui, pendant des années et des années, ont insisté sur le fait qu'on assisterait à un changement d'époque et qu'aujourd'hui, les individus auraient tendance à ne plus protéger leur vie privée. Ça, c'est l'hypothèse qui a été affirmée, par exemple, par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, quand en 2010, il a affirmé que public is the new norm, le public est la nouvelle norme. La vie publique est la nouvelle norme. Voilà. Et donc la vie publique. C'était pour illustrer le fait qu'il ouvrait les murs, ce qu'on appelle les murs Facebook, qui à la base étaient complètement fermés. Et Mark Zuckerberg a expliqué, c'est pas une décision facile à prendre d'ouvrir la vie publique de 350 millions d'utilisateurs, parce qu'à l'époque il y avait que 350 millions, mais c'est une décision que nous assumons. Que nous assumons parce que nous avons vu surtout que les attitudes ont changé. Et si auparavant les gens étaient mal à l'aise face au partage généralisé de leurs informations, ils commencent à devenir de plus en plus à l'aise. Et donc il y a un changement, un glissement de nos sensibilités. Et Facebook affirmait à l'époque, nous ne faisons que suivre, épouser ce changement sociétal. Alors, la question est évidemment que du point de vue du sociologue que je suis, quand un entrepreneur du web commence à utiliser des concepts qui sont propres à ma discipline, donc normes sociales, quand on parle de changement de la société tout entière, évidemment, je suis curieux de voir quel est l'élément idéologique ou quel est l'élément d'intérêt économique qu'il y a derrière ce type de posture. C'est pas ça pour le bien du peuple. C'est clair aussi qu'il y a même, si tu veux, un élément on va dire, de entrepreneur de morale. Voilà, c'est-à-dire que les entrepreneurs voilà, ça c'est un terme qui revient très souvent dans l'essai, c'est les entrepreneurs de morale. Tu ne présentes pas ça comme des dirigeants de start-up ou des nouveaux milliardaires, des geeks, des petits génies de l'informatique. Non, ce sont des entrepreneurs de morale. Ça veut dire quoi concrètement ? Entrepreneur de morale, en sociologie, est une formule qu'on utilise depuis les années 60 en réalité et sert pour désigner un ensemble d'acteurs de la société qui ont intérêt à modifier certains comportements ou à faire passer certaines lois, par exemple, que sais-je, pour la criminalisation de certains comportements, par exemple la prise de drogue, ça peut être un cas d'entrepreneur de morale, et ces personnes-là ont ce qu'on appelle en anglais a moral agenda, c'est-à-dire un ensemble de priorités. Un agenda moral. Voilà, un agenda moral au proprement. Et donc, ils ont un ensemble de priorités qu'ils cherchent à faire passer, et cet agenda moral, ils cherchent à l'imposer dans les lois, et dans le cas du numérique, qu'ils cherchent à la mettre en place même dans le code et dans l'architecture même de leur système. Parce que, comme on le rappelle, Larry Lessig, code is law, le code est la loi, le code c'est la loi. Laurence Lessig, un grand juriste américain qui a, dans son livre Code is law, définit que les informaticiens, en rédigeant le code, transforment ou rendent sensibles des transformations humaines et vont définir la loi, en fait. Définissent la loi et ils ont aussi une certaine orientation
normative, c'est-à-dire qu'ils sont en train justement d'affirmer certaines normes. Et comme ils sont en train d'affirmer leurs normes, on ne peut pas considérer que ces codes, on ne peut pas considérer que les algorithmes qui régissent Facebook, Google, etc., soient neutres, comme justement les entrepreneurs de morale et les entrepreneurs du web cherchent à nous faire croire. Alors, l'exemple qu'on vient de citer, celui de Mark Zuckerberg, évidemment, n'est pas le seul. On a aussi d'autres porteurs de cette hypothèse de la fin de la vie privée. Je pense aussi à Vint Cerf, qui est un mathématicien de génie, fondateur de l'Internet, entre autres. TCP/IP. Voilà, mais en même temps... Système de navigation par paquet. Voilà, donc à part avoir créé ce protocole TCP/IP, il a aussi été embauché récemment en tant que évangéliste en chef chez Google. Déjà, c'est une drôle de définition, mais ça définit bien le rôle qu'il a, c'est-à-dire de faire passer un message. Et le message qu'il a voulu faire passer l'année dernière était quelque chose qui ressonnait très bien avec les propos de Mark Zuckerberg. Il a dit « La vie privée a été une anomalie historique. » Peut-être une anomalie historique. Une anomalie historique veut dire que il cherche en gros à décrire une certaine évolution des sociétés humaines, et donc on serait passé, selon lui, de sociétés rurales, passées pré-industrielles, dans lesquelles tout le monde connaît, enfin, on s'imagine un petit village, voilà, dans lequel tout le monde sait tout sur tout le monde. Après, on serait passé à une deuxième phase, la phase du capitalisme industriel, des villes, dans lesquelles, effectivement, les individus sont isolés, et les individus ont tendance à protéger leur vie privée, mais maintenant, avec les communautés dites virtuelles, entre beaucoup de guillemets, du web actuel, on serait en train de revenir en arrière vers cette situation dans laquelle tout le monde partage les informations avec les autres. Et que donc la vie privée aurait été une anomalie historique et une parenthèse historique. Évidemment, derrière cela, il y a aussi beaucoup d'idéologie, de récits idéologiques, parce que le fait de caractériser cette évolution des sociétés en passant de la société rurale à la société industrielle, et après, en considérant que le numérique est une autre phase de nos sociétés, est une manière de décrire l'histoire, et donc de dire aussi que l'histoire a une finalité, que la finalité, comme par hasard, c'est aussi le monde de Google ou le monde de Facebook. Alors donc, derrière cela, on a des éléments moraux, on a des éléments idéologiques, et nous, dans ce livre que j'ai coécrit avec Paola Tubaro et Yasaman Sarabi, donc deux chercheuses de l'université de Greenwich à Londres, on a cherché vraiment à prendre au sérieux cette hypothèse comme si vraiment était une hypothèse scientifique, et on l'a testée. Et la question est évidemment de trouver des méthodes pour pouvoir la tester face à la difficulté, voire l'impossibilité d'avoir accès aux données qui sont... C'est ce qui est écrit dans le bouquin, c'est que paradoxalement, toutes ces données personnelles qui sont collectées par Google, Facebook, etc., sont une propriété commerciale de ces entreprises. On cède nos données personnelles ou nos données publiques, en tout cas on les cède à Facebook et Google, ce qui fait que les chercheurs ne peuvent pas s'en servir, et donc vous vous êtes retrouvés à créer des agents, essayer de modéliser cette hypothèse-là en créant... Alors c'est quoi concrètement? C'est des avatars? C'est un logiciel? Alors, une petite précision initiale. Les données ne sont pas cédées, elles sont expropriées. Ces données sont expropriées dans la mesure où tout utilisateur peut être considéré comme un travailleur, entre guillemets, de Facebook, Google et tous les autres géants. On travaille bénévolement, gratuitement. On travaille gratuitement pour que Facebook puisse gagner de l'argent en vendant nos données, en vendant des fichiers qui permettent d'afficher de la publicité contextuelle. Il y a des gens qui parlent de digital labor, d'exploitation digitale. Du travail numérique. Et oui, donc face à ce type d'exploitation du travail numérique, on se retrouve aussi devant une création d'énormes bases de données, d'énormes fermes de données. Ces fermes de données sont évidemment la richesse, on dit the new oil, donc le nouveau pétrole qui sert pour alimenter l'économie numérique. Et face à ça, évidemment, les chercheurs ont un problème où ils acceptent de trouver une manière de s'accorder avec les géants du web pour pouvoir avoir accès à ces données. Et là, on se trouve face à des problèmes de nature éthique, de nature politique, de nature économique, et plus en général d'indépendance des chercheurs, ou alors ils décident d'adopter des démarches qui sont des démarches innovantes, qui consistent en gros à recréer
des logiciels qui reproduisent le fonctionnement social de ces plateformes de sociabilité, telles par exemple Facebook. Reproduire le fonctionnement social des gens sur un réseau social. Alors on le fait à partir des études à notre disposition sur les comportements empiriquement observés des utilisateurs de ces plateformes. Donc on sait un ensemble on a un ensemble de résultats, on sait un ensemble de choses sur comment les gens partagent l'information, sur quels sont les éléments qui provoquent des cas de vigilance, ou alors quelles sont les choses sur lesquelles on se protège davantage, quels sont les moments dans lesquels on se protège davantage, et sur la base de ça, on arrive à créer un jeu de règles qui régit un logiciel qui simule le comportement de centaines, milliers et centaines de milliers d'utilisateurs. Alors évidemment, ceci crée des effets de complexité sociale qui sont comparables aux mêmes effets de complexité sociale qu'on observe sur Facebook. Par exemple, l'un des éléments les plus intéressants de nos résultats, c'est la question de la cyclicité de la vie privée. La cyclicité de la vie privée. C'est une des choses que vous expliquez, c'est qu'en fait, paradoxalement, pour arriver à maîtriser sa vie privée dans les réseaux sociaux, il faut d'abord se mettre quasiment à poil, il faut partager. Au début, on commence à être un petit peu exhibitionniste, et c'est une fois qu'on a commencé à être un peu exhibitionniste que là, on apprend à protéger sa vie privée, c'est ça? Oui, en effet, il y a ce qu'on appelle un moment de dévoilement initial qui sert pour bâtir du capital social en ligne. Donc, du capital social veut dire, en gros, que chacun a besoin d'un ensemble de ressources, d'une communauté de soutien, d'un ensemble de personnes qui soient là pour les écouter, pour les aider, pour travailler avec eux, pour faire quelque chose ensemble. Que ça soit. C'est là qui est très intéressant aussi, parce que dans le livre, à la fois, vous fustigez ces entrepreneurs de morale qui se font de l'argent avec nos données personnelles, mais en même temps, vous montrez bien qu'effectivement, les utilisateurs des réseaux sociaux, eux aussi, s'ils vont gagner de l'argent, ils gagnent en matière de réputation, ils gagnent en matière de socialisation, et donc ils deviennent des bons pères de famille qui gèrent leur capital social. Enfin, il y a un côté petit entrepreneur de sa propre identité. Petit entrepreneur, certainement, et voilà, donc effectivement, il y aurait un effet miroir entre les entrepreneurs de morale. Objective entre les entrepreneurs de morale et les utilisateurs. Oui, mais la différence, c'est une différence, si tu veux, de taille entre le pouvoir et le type de privilège, même en termes de position privilégiée, qu'a l'entrepreneur de morale qui contrôle la structure, qui contrôle l'architecture de ces plateformes, et de l'autre côté, le petit entrepreneur de son propre capital social, l'utilisateur qui a des petites stratégies pour gérer sa petite communauté, ses 100, 200, 300, 5000 contacts sur ces plateformes. On sait d'ailleurs combien en moyenne a un utilisateur de ce qu'on appelle ami. Alors si on pense à Facebook, qui publie régulièrement des statistiques, en 2012 avait publié des statistiques selon lesquelles le nombre moyen d'amis était de 223. L'année précédente, 2 années avant ça, donc en 2010, c'était 130. Donc ça évolue et ça a presque doublé. Ça a presque doublé. Ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs est très intéressant parce que pour nous, un élément comme la liste d'amis, le nombre d'amis qui sont dans la liste d'amis, pour nous se transforme dans une métrique de réseau personnel, donc en gros dans une manière d'évaluer le comportement des usagers en ligne et ce qu'on appelle la taille de notre réseau personnel. Chacun d'entre nous a autour de soi un petit réseau personnel, un cercle de connaissances ou un ensemble de personnes qui sont ses amis. Le fait de savoir combien sont ses amis de manière précise est déjà un excellent indicateur du nombre de personnes avec qui on a des interactions chaque jour ou alors sur une période qui peut être 6 mois, 1 an, etc. Quand on partage quelque chose avec en moyenne donc 230 personnes, c'est plus vraiment de la vie privée. Alors, entendons-nous. Sociale, mais... La vie de ces 230 personnes ou 500, peu importe, n'est pas la vie avec ces personnes-là n'est pas toujours une vie publique. C'est-à-dire que certaines de ces personnes-là sont ce qu'on appelle des liens forts, certains sont ce qu'on appelle des liens faibles. Les liens forts, c'est des personnes qui sont proches de nous d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue du partage d'expériences. La famille, les collègues, ou les personnes avec qui on a eu des expériences qui sont des expériences fondatrices de notre propre personnalité même. Alors que d'autres personnes sont des personnes qui sont un peu éloignées, sont tout aussi importantes, qui sont mobilisables à des moments précis, qu'on garde là comme si c'était un peu une réserve de ressources humaines, pour ainsi dire, à solliciter à des moments précis. Par exemple, quand on recherche, à acheter une autre voiture, ou on cherche un nouveau poste de travail, peu importe. Il y a 10 000 possibilités, mais surtout, il y a le fait qu'on ne partage pas de la même manière avec les liens forts et avec les liens faibles. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on dit quelque chose sur Facebook, ou alors sur les réseaux sociaux plus en général, on est constamment en train de négocier
qui est le véritable récepteur de ce message et ce que on peut faire avec ce message-là. Imaginons le cas de mettre en ligne une photo de moi en famille, que sais-je, avec mes enfants, ma femme et ainsi de suite. Et on la publie sur Facebook et dans mon réseau Facebook, j'ai autant de personnes qui sont des collègues ou alors des personnes avec qui j'ai eu des échanges très raréfiés une fois tous les quelques années et des personnes que par contre je rencontre chaque jour. Alors c'est clair que la photo très intime est une photo qui est orientée vers les personnes qui sont plus intimes avec moi. Si les autres, c'est-à-dire si les personnes qui ne sont pas intimes avec moi font un usage de cette photo, que ce soit un usage de partage, un usage de réutilisation, même un usage de commentaire, à ce moment-là, notre vigilance vis-à-vis de la vie privée s'active et là on déclare, on a une violation de la vie privée. Mais il ne s'agit pas d'une violation toujours en termes de pénétration de la part d'un pouvoir extérieur, mais plutôt du fait que dans la négociation de notre vie privée avec les autres, avec nos amis, avec nos contacts, il y a eu quelqu'un qui n'a pas joué selon les règles. Alors ça, c'est effectivement quelque chose que on étudie, par exemple, dans le livre. Le fait que la vie privée n'est plus un droit individuel, mais elle est surtout une négociation collective. Concrètement, il y a trois définitions de la vie privée, ou trois niveaux de la vie privée. Il y a historiquement parlant, quand la notion de vie privée était définie à la fin du 19e siècle aux États-Unis, c'était the right to be left alone, le droit d'être laissé tranquille, à savoir un policier ne peut pas rentrer chez moi sans avoir un mandat signé par un juge. Les journalistes ne peuvent pas venir chez moi prendre des photos sans avoir un accord. Ça, c'était la notion de pénétration. Oui. Alors, tu l'as illustré d'ailleurs dans une série de tweets où on voit justement les niveaux de pénétration. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la régulation. Donc là, c'est une notion qui est apparue dans les années 70, quand on a commencé à mettre des lois pour encadrer le droit informatique et liberté et jusqu'où on peut aller en matière d'atteinte à la vie privée, avec l'informatique et pas seulement. Et tu dis qu'on en arrive à un troisième niveau aujourd'hui, qui est le niveau de la vie privée par négociation. Parce qu'en fait, la vie privée, ce que t'expliques, c'est que c'est quelque chose qui est contextuel. C'est pas ma vie privée à moi, c'est forcément quelque chose qui se définit par rapport à l'autre. Et pas seulement toi, mais toi, Daniel Stederman, les lecteurs d'Arrêt sur Image, les lecteurs de PC Impact, ceux qui regardent le 14h42, ceux qui sont amis avec moi, mais pas forcément... Enfin, il y a tout un ensemble, en fait, on est en négociation constante. Oui, une négociation constante et avec une pluralité d'acteurs. Et ça, c'est la différence importante entre la vision historique de la vie privée en tant que pénétration et la vision plus récente de la vie privée comme négociation. Pénétration, en gros, l'individu qui était le porteur de ce droit... la pénétration, c'est le fait d'être pris à son insu par quelqu'un d'autre. Ou même l'espionnage de la Stasi. Là, effectivement, je ne serais pas complètement d'accord avec ceux qui affirment que la NSA d'aujourd'hui est comme la Stasi d'avant. La Stasi, ou alors les pouvoirs étatiques de l'époque, étaient les seuls acteurs dans ce système-là, dans lequel l'individu était passif. Il était au centre d'une sphère personnelle dans laquelle il était entouré par ses données personnelles, qui étaient des données qui étaient univoquement privées. C'est-à-dire qu'on pouvait les définir en tant que privés, en tant que sensibles, ceux qui sont relatifs par exemple à sa sexualité, ceux qui sont relatifs à ses opinions politiques et ainsi de suite. Mais à un certain moment, on a eu un glissement, un changement. On a eu un moment dans lequel on s'est rendu compte que l'individu n'est pas si passif que ça. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler par exemple de régulation dans les années 70. Quand on se rend compte que l'individu a un pouvoir de réaction, a un pouvoir de réaction qui passe aussi par certaines institutions qui ont été créées à ce moment historique-là, par exemple la CNIL, et le fait d'avoir recours à certains organismes de protection et de pouvoir dire non, là tu t'arrêtes. Là, c'est à ce moment-là. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a des gens qui se définissent comme homosexuels, par exemple, qui était quelque chose qui était complètement tabou auparavant. Et au moment où il y a des gens qui définissent l'homosexuel comme étant homosexuel, la CNIL rappelle qu'on n'a pas le droit de dire qu'un tel est homosexuel. La personne a le droit de se proclamer, de le dire, mais on n'a pas le droit de dénoncer. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple de comment, historiquement, on a eu, même face à justement à l'essor d'un ensemble de mouvements pour la reconnaissance de certaines identités, on a eu un moment dans lequel les individus ont eu plus de pouvoir et ont eu la possibilité de réagir à ce type de pénétration. Ce qui se passe paradoxalement aujourd'hui est que on a une régulation qui se joue sur plusieurs niveaux et avec plusieurs personnes en même temps. À chaque fois qu'on est dans un réseau socio-numérique à la Facebook, on est constamment en train de dire bon, on a 230 personnes en moyenne, 223 personnes en moyenne qui font partie de mon cercle d'amis. Avec chacun, je suis en train de négocier ce qu'on va partager véritablement et ce qu'on ne peut pas partager ou alors ce que je dois ignorer par convention.
Et le cas classique est, voilà, encore une fois, les photos qui sont considérées comme des photos un peu osées, ou de quelqu'un à la plage, quelqu'un dans lequel on est un peu déshabillé. Ces photos-là peuvent être partagées par certaines personnes qui viennent, par exemple, avec moi à la plage, donc c'est complètement normal. Par contre, si quelqu'un d'autre en faisait un autre type d'usage, et là, cela, effectivement, relèverait d'une rupture de la négociation et donc d'une rupture de cette convention. Et c'est un exemple du fait que la régulation aujourd'hui est une régulation qui se joue à chaque moment de notre vie connectée. À chaque moment de notre vie connectée, on est constamment en train de solliciter notre propre volonté de partager quelque chose avec quelqu'un, parce que c'est toujours privé vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de quelqu'un. C'est là aussi l'analogie avec les RG où la Stasi tient pas, parce qu'a priori, la Stasi essaie de savoir si t'étais un capitaliste, si tu avais si t'étais homosexuel, si t'étais un dissident, etc. Alors que sur Facebook, on va pas forcément dire qu'on est homosexuel, on va pas dire qu'on est consommateur de drogue. Si on est un dealer, on va pas dire qu'on deal de la drogue. C'est pas du tout le même niveau d'atteinte à la vie privée ou d'exposition de ces données. Bon, parfois on le dit, c'est-à-dire que parfois on déclare d'une manière claire ce qu'on est et ce qu'on fait sur Facebook. Pas les choses qu'on a à se reprocher. Et même parfois certaines des choses qu'on a à se reprocher, parce que justement on est constamment en train de dire bon, il y a des règles qui sont valables pour moi dans mon contexte, dans mon pays, par exemple dans le pays dans lequel je suis résident, et pour lesquels c'est complètement admis. Par exemple dans les pays comme la France, c'est complètement admis de dire d'avoir certaines préférences sexuelles qui poseraient problème dans d'autres pays. Aujourd'hui, il faut pas se définir comme homosexuel, par exemple. Mais dans la mesure où lors du printemps arabe, il y a des gens qui distribuaient des tracts Place Tahrir pour dire surtout n'affichez pas sur Facebook vos convictions politiques parce que ça risque de se retourner contre vous et les policiers peuvent venir vous chercher. Et combien ils avaient raison, parce qu'effectivement ce qu'on a vu avec les révélations d'Edward Snowden est que on avait un autre usage de ce qu'on mettait sur Facebook. C'est à ce moment-là que la négociation a été rompue, c'est-à-dire que la négociation n'a plus marché. On croyait être dans un contexte de règles qui avaient été établies entre Facebook et la plateforme, entre l'utilisateur de Facebook et la plateforme Facebook. Et là, personne ne lit les conditions générales d'utilisation. Enfin, c'est une des choses qui est dans le livre, c'est que au début, les conditions de Facebook c'était ça, et maintenant c'est beaucoup plus long que la Constitution américaine, et c'est quelque chose qui a été rédigé non pas pour protéger les utilisateurs de Facebook, mais pour protéger Facebook de toute plainte émanant de ses utilisateurs. Il n'y a pas que les conditions d'utilisation. Il y a certaines choses qui ne sont pas véritablement écrites dans les conditions d'utilisation. Par exemple, le type d'alliance extrêmement trouble qui existe entre les opérateurs de télécom ou par exemple entre les fournisseurs, les créateurs, les concepteurs de plateformes sociales et justement les organismes espionnage et de surveillance des populations, c'est pas exactement des choses qu'on écrit noir sur blanc dans les conditions d'utilisation et qu'on commence à découvrir peu à peu et qui justement pose un problème non seulement parce qu'il y a eu espionnage, parce qu'il y a eu surveillance, mais parce qu'en plus, on a eu aussi de la violation de la vie privée. Les choses sont différentes. La surveillance est une chose, la protection ou la violation de la vie privée est une autre chose. Et le moment où elle commence à converger vers quelque chose de unique qui pose problème parce que c'est de la surveillance et c'est de la violation de la vie privée au sens de violation d'une négociation, c'est le moment où on commence aussi à parler de ce qu'on a sur Facebook, la surveillance participative. La surveillance. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel tu as déjà écrit. Alors, pour contextualiser, il y a Jeff Jarvis, qui est un essayiste et journaliste américain, qui lui a défini la notion de publicness, entrepreneur. Et entrepreneur, proche de Google. Et donc le fait que la vie publique devient la norme. Un petit peu ce que disait... c'est lui qui... Oui, c'est un peu lui qui a écrit... Et que la vie privée, c'était un petit peu l'exception. Et toi, en réponse à ça, tu as dit non, c'est pas de la vie publique, c'est la surveillance participative. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce... La surveillance participative peut être, disons, bien illustrée en disant qu'on n'est plus face au Big Brother, mais au Big Other. C'est-à-dire les autres sont ceux qui nous regardent. C'est pas moi, c'est Slavoj Žižek qui a dit ça, donc le philosophe Slavoj Žižek. Mais la question en gros revient à dire que ce n'est pas parce qu'on a une espèce d'autorité centrale qui est capable de tout capturer. On a aussi ça, mais elle n'est pas en train de capturer activement, elle est en train de capturer passivement ce que nous partageons déjà. C'est les autres qui nous dévoilent. Les autres nous dévoilent en nous lançant des hameçons, des appâts, par exemple en partageant certaines choses avec nous et certaines choses et en attendant un échange en contrepartage. Je partage une photo et j'attends une photo de toi.
je partage une information personnelle sur mes vacances ou mon activité. Il y en a qui disent que c'est pas de la... Toi, tu parles de surveillance participative, d'autres parlent de surveillance, à savoir que c'est souvent, entre amis notamment, c'est pour le bien, c'est pas pour chercher la petite bête. Là, je pense qu'il y a un petit malentendu sur la notion de surveillance. La notion de surveillance, telle qu'a été développée par Steve Mann, par Barry Wellman, veut dire... Steve Mann, c'est quelqu'un qui, notamment avec une caméra, qui se baladait toute la journée avec une caméra, qui enregistrait tout ce qu'il vivait et ceux qu'il côtoyait, enfin ceux qu'il filmait. Mais l'idée, c'était aussi de donner aux citoyens une manière de réagir à la surveillance policière. Donc la surveillance, c'est aussi une manière, par exemple, de regarder Who Watches the Watchman, donc regarder les gardiens. Surveiller les surveillants. Donc surveiller les surveillants. Donc tous les manifestants qui filment les policiers pour documenter les abus. Cas de surveillance, ou toutes les personnes qui s'occupent de géolocaliser les caméras de surveillance qui prolifèrent dans nos villes, hélas, là, effectivement, sont en train de faire de la surveillance. La surveillance participative est autre chose. La surveillance participative est d'abord de la surveillance, c'est-à-dire quelque chose qui est fonctionnel à un pouvoir surplombant, un pouvoir qui est au-delà du niveau d'interaction des acteurs sociaux, et en plus, qui est aidé par la participation même. C'est paradoxal que la participation, qui est une valeur démocratique, devient à la fin un élément de quelque chose qui n'est pas démocratique du tout. Alors, ce type de surveillance, ce type de contrôle de population, ce type de contrôle qui est aussi finalisé à la répression de l'expression libre de certaines opinions publiques. Mais c'est quoi la limite avec le journalisme, par exemple? Parce que si on prend l'exemple du premier tweet qui dit que DSK a été arrêté dans un hôtel qui émanait d'un particulier, il s'est avéré que c'était vrai. Est-ce que c'est une forme de surveillance participative? Parce que là, il a rendu public une information qui est extrêmement sensible. DSK, qui était président du FMI, qui a été arrêté dans un hôtel. C'est quoi la limite entre effectivement une surveillance et puis un droit à l'information? Alors là, j'aurais toujours envie de poser cette question aux journalistes, parce que je suis décidément pas le mieux placé pour pouvoir répondre. Je dirais que historiquement, le rôle des médias, historiquement, je veux dire, au moment de la création du journalisme d'enquête, du photojournalisme, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XXe siècle, c'était une manière de porter une vigilance sociale, justement, sur le puissant de la Terre. Donc, c'était une manière de regarder les personnes qui, normalement, à cause de leur pouvoir et de leurs privilèges, échappaient au regard et à la vigilance citoyenne. Donc, c'était une manière, effectivement, d'exercer un pouvoir de surveillance, là. Ce qui se passe, c'est que ce type de pouvoir a changé comme les médias ont changé. Et si on est passé d'un système médiatique d'un côté, les journalistes d'investigation à la Canard enchaîné qui respectent la vie privée, ce qui n'empêche pas de sortir certaines affaires, et de l'autre côté, la presse people avec les paparazzis qui, là, va photographier quand on bronze les seins nus à la plage. Oui, mais regardons aussi ce qu'on appelle justement les médias sociaux. Comme les médias sont devenus sociaux et comme les médias sont devenus effectivement quelque chose d'extrêmement démocratisé, le type de regard et de vigilance est devenu quelque chose de généralisé et démocratisé. C'est pour ça que je parle de surveillance participative, parce que justement, chacun est en train de devenir le paparazzi de l'autre. Ou alors, on a toujours le risque que quelqu'un puisse devenir mon paparazzi. Et à ce moment-là... Voilà, effectivement. Mais donc, journaliste, c'est aussi celui qui est là pour documenter, peut-être pour challenger, mais pour documenter, pour porter un regard. Mais par contre, la question du paparazzi, je ne veux pas faire forcément du paparazzi bashing, mais change parce qu'effectivement, c'est une question déontologique complètement différente. C'est sur un autre plan. Alors la question est que si on se trouve dans une situation dans laquelle tout le monde peut être le paparazzi ou le journaliste de tout le monde... Ou tout le monde peut être la victime du paparazzi. Voilà. Et alors à ce moment-là, la question de la négociation se pose. La question de la négociation se pose dans la mesure où nous devons constamment, avec nos pairs, établir des règles. Des règles qui sont aussi des règles médiatiques, qui établissent, ça, tu peux le tweeter, ça, tu peux le mettre sur Facebook, ça, c'est mieux si on le garde entre nous. Et c'est quelque chose qu'on fait, mais même sans vouloir forcément toujours parler de plateformes sociales, même dans les mails de travail, le fait de commencer par une petite introduction, je t'ai pas répondu, j'étais en vacances, et après, le vrai mail commence. Donc l'introduction, j'étais en vacances, c'est quelque chose qu'il faut pas partager, qu'il faut pas forcément réutiliser. Le reste, c'est la communication officielle. Il y a toujours une manière de définir par convention ou par déclaration explicite. Ça, c'est off the record, comme on dit entre journalistes. Ça, par contre, tu peux l'utiliser. Il y a une phrase dans le bouquin qui vient de Banksy, qui est « Dans le futur, tout le monde aura droit à son quart d'heure d'anonymat ». Donc qui est le contraire complet de la formulation de Warhol. Mais est-ce que tu penses qu'effectivement aujourd'hui, alors là ça revient un petit peu sur la thèse de publicness de Jeff Jarvis, mais que tout le monde devient une personnalité publique,
enfin tout le monde, ceux qui participent sur les réseaux sociaux, ceux qui mènent une vie publique. Est-ce que donc on est confronté aux mêmes problèmes auxquels sont confrontés les starlets, les hommes politiques Pas tout le monde. Je dirais pas tout le monde. Tu es contre cette hypothèse de la fin de la vie privée, justement. Voilà, justement, la question est que on se retrouve aussi. Enfin, bon, l'une des rhétoriques ambiantes actuelles, enfin, consiste à dire que tout le monde a la possibilité de devenir populaire sur les réseaux. Les référendums sur la Constitution européenne, où il y a un obscur professeur d'économie a réussi à contribuer à faire basculer le vote avec sa page web. Oui, mais là, on pourrait parler plutôt d'un électeur pivotal. Mais ça, c'est une autre question. Je pense que si on regarde tout simplement la structure des réseaux personnels des utilisateurs de n'importe quelle plateforme, cette structure n'est pas homogène. Et surtout, c'est pas pour tout le monde d'avoir effectivement 223 ou plus d'amis. On a ce qu'on appelle un effet de loi de puissance. La loi de puissance, statistiquement, veut dire qu'on aura une petite élite de personnes qui sont véritablement célèbres et qui, en plus, à cause de certaines... Beaucoup d'amis, qui auront une influence. Beaucoup de réputation, beaucoup de popularité. Et certaines personnes, en réalité l'énorme majorité, qui font partie de ce qu'on appelle une longue traîne, c'est-à-dire qui ont vraiment très très peu d'amis. Or, ceci, initialement, pouvait être vendu d'un point de vue commercial par les concepteurs même de ces plateformes comme, bon, oui, ok, il y a peut-être 1% de personnes qui vont devenir véritablement populaires sur YouTube, sur Facebook, etc. Mais ça pourrait être toi. Ça pourrait être toi, citoyen lambda. La vérité est surtout face au type de tournure commerciale que toutes ces plateformes sont en train de prendre et que c'est plutôt les personnes qui ont déjà de la popularité hors ces médias sociaux qui emportent leur capitalisent justement sur ce qu'ils ont ailleurs. Et donc là, c'est pour ça que aussi, quand on parle de transmédia, on parle aussi de transposition de certaines formes de popularité et de capital social d'un média à l'autre. Et donc effectivement, on a ce rêve est un peu redimensionné. Alors, je voudrais revenir sur quelques mots qui apparaissent assez tôt, d'ailleurs, dans le livre. Tu parles d'une véritable guerre culturelle autour de la vie privée, menée par un vaste complexe militaro-informatique. C'est l'artillerie lourde. Là, pour toi, alors c'est pas un complot, mais c'est un objectif, qui est politique, qui est commercial, parce que parler de guerre contre les utilisateurs. Je pense qu'après les révélations de Snowden, ce qu'on a écrit dans le livre peut paraître complètement banal, alors que quand on l'écrivait, on était encore complètement... Ça a été écrit avant les révélations Snowden. C'était écrit avant les révélations Snowden, et le moment où on est passé en impression, c'est-à-dire on est passé dans les presses, effectivement, Snowden commençait à révéler... Alors, parlons-en justement. Tu parles donc de véritable guerre culturelle menée par un vaste complexe militaro-informatique. Tu écris ça avant les révélations Snowden. Qu'est-ce que les révélations Snowden changent à ce que tu as écrit? D'abord, rendre clair que la vie privée est quelque chose de douloureusement au centre de notre débat politique et que on peut pas l'ignorer, on peut pas se la jouer d'une manière un peu farfelue à la Mark Zuckerberg en disant bon c'était quelque chose qui est passé, voilà, c'est fini. C'est dans l'histoire et maintenant on passe à autre chose. C'est dans l'histoire. Là, effectivement, voilà, je renvoie à ton propre livre, la vie privée n'est pas un problème de vieux cons, tu disais, donc d'utilisateurs qui seraient un peu ringards. Au contraire, jamais on a parlé autant de vie privée. Et si on en parle beaucoup désormais, c'est parce qu'on se rend compte que justement, si on parle de complexe militaro-industriel et militaro-informatique, c'est parce que il y a des liens et des alliances, je répète, des alliances extrêmement troubles, difficiles, ambiguës, ambivalentes entre c'est toujours pas clair entre les réseaux sociaux et la NSA, on ne sait toujours pas exactement les réseaux sociaux. Si je pense à Apple en particulier et après les dernières révélations de certains failles dans son code qui rendent le décryptage complètement impossible, vraiment on se pose beaucoup de questions. Les questions qu'on se pose, ont affaire justement à quel est l'élément de participation volontaire des géants du web et d'autres entreprises à ce système de surveillance de masse et quel est l'élément dans lequel ils ont été forcés, un peu obligés à participer. Le complexe, de facto,
est là, de facto est là, et la guerre culturelle aussi. Et quand je dis la guerre culturelle, je renvoie à des faits qui sont des faits établis, c'est-à-dire que même, encore une fois, si Facebook a pu affirmer que la vie privée va bientôt mourir ou va bientôt disparaître ou est déjà disparu, eh ben, si on regarde l'histoire même de cette plateforme, depuis 10 ans, elle est confrontée à des luttes extrêmement fortes et violentes avec ses utilisateurs. Tu as fait un tableau d'ailleurs où on voit que l'évolution de la vie privée par Facebook, et on voit qu'à chaque fois que Facebook essaye d'ouvrir le profil de ses utilisateurs, en face il y a une réaction et où tu dis que 80% du temps, Facebook a dû revenir en arrière. Mais en même temps, souvent Facebook fait 2 pas en avant et ensuite 1 pas en arrière. Donc oui, il y a quand même Lénine aurait aimé, et effectivement, c'est du tango, voilà, c'est vrai, mais en même temps, on n'a pas terminé de faire des pas en avant, en arrière, et je ne sais pas si c'est vraiment du tango ou alors si vraiment on va quelque part où on s'arrête. La question est que, comme tu le disais, depuis 2006, donc depuis vraiment la création presque de Facebook, on a des tentative de mettre en public par défaut tout un ensemble d'informations personnelles des utilisateurs. Les mettre en public par défaut, c'est-à-dire qu'auparavant, auparavant on pouvait laisser en privé son adresse email, la photo de son profil, son nom, maintenant, et tout un au ensemble. fait que Facebook indique, demandez à votre ami qu'il rende public son numéro de téléphone. Voilà. Ou alors, tout simplement, que l'application de Facebook, donc c'était la nouvelle mise à jour d'il y a 2 mois, s'approprie tranquillement tous les numéros de téléphone de vos amis. Mais ça, c'est une autre question. La question de mettre en public par défaut est quelque chose qui est chaque fois présenté par Facebook comme, bon, nous faisons tout simplement ce que nos utilisateurs nous demandent, et ils oublient de raconter l'autre côté de l'histoire. L'autre côté de l'histoire est que, justement, à chaque fois, les utilisateurs s'insurgent et s'organisent. C'est ça. C'est pour ça que je parle d'une guerre culturelle. S'organise. Parce qu'il y a une résistance. Une résistance qui n'est pas une résistance. Plus on essaye d'ouvrir et de pousser les gens à avoir une vie publique par défaut, plus en face les gens, effectivement, essayent de se protéger. On le voit avec les révélations de la NSA, où effectivement, il y a énormément de personnes qui commencent à s'intéresser à la cryptographie, à la sécurité des données personnelles, qui ont compris maintenant, grâce aux révélations Snowden, que oui, c'était important de savoir se protéger. Savoir se protéger, c'est pas seulement de la crypto, c'est pas seulement savoir mettre à jour ses paramétrages de vie privée, mais c'est aussi s'organiser et aller demander à certaines institutions qu'elles fassent leur travail. Alors je pense typiquement aux CNIL européennes qui ont été sollicitées à plusieurs reprises dans les dernières années. Je pense à la Federal Trade Commission américaine, donc à la Commission fédérale du commerce, qui essaie... Il n'y a pas de CNIL aux États-Unis. Les questions de vie privée et de données personnelles dépendent de la commission du commerce. Pas complètement, c'était la commission du commerce fédérale du commerce qui présidait à au passage en bourse de Facebook. Donc Facebook était particulièrement sensible au type de sanctions et de recommandations qui pouvaient venir de la FTC, donc la Federal Trade Commission. Et à ce moment-là, les utilisateurs, en passant par le Sénat américain, ont commencé à faire du lobbying auprès de la Federal Trade Commission pour qu'elle impose à Facebook tout un ensemble de restrictions sur justement la mise en commun d'éléments personnels et d'informations personnelles. Les CNIL, avec leurs sanctions, non seulement vis-à-vis de Facebook, mais aussi vis-à-vis de Google, et je dis les CNIL parce qu'il y en a pratiquement dans tous les pays d'Europe, parfois encore plus féroces que la CNIL française, et évidemment, il y a aussi des organismes de la société civile. Et je pense par exemple à ce bel exemple de ONG créé en Autriche. Europe versus Facebook, c'est un étudiant qui a demandé à Facebook « Donnez-moi mes données, rendez-moi mes données ». Et où Facebook au début a refusé, et après a accepté, a finalement donné un CD-ROM, et c'est là où l'étudiant en question a découvert que dans le code source de Facebook, l'utilisateur est défini comme une target, comme une cible, non pas comme un utilisateur, mais une cible. Alors ça par contre, je pense que c'est un petit malentendu, c'est-à-dire qu'en termes d'analyse des réseaux sociaux, c'est normal d'appeler un utilisateur target dans la mesure où on a tendance à représenter les réseaux personnels comme des réseaux égocentrés, comme des véritables cibles, et donc au centre de la cible, c'est égo, l'utilisateur même. Il y a un petit malentendu sur cela. Par contre, l'une des autres révélations est que si on imprime le contenu de ce célèbre CD-ROM qu'il a reçu, ça fait 1900 pages imprimées. Ce qui commence effectivement à être assez impressionnant en termes de masse de données qu'une plateforme peut collecter sur un utilisateur lambda, parce que je ne peux pas imaginer qu'est-ce qu'il est capable de récolter par contre sur les pages des entreprises. Là, ça va être beaucoup plus important que 1900 pages.
en résumé, pour essayer de comprendre un petit peu, pourquoi est-ce qu'il faut, enfin, pourquoi tu es contre, vous êtes contre, et vous êtes 3 à signer ce livre, pourquoi vous êtes contre cette hypothèse de la fin de la vie privée? C'est quoi ce que vous défendez au juste? Alors, on défend d'abord le fait que, du point de vue... Alors, la vie privée n'est pas en train de disparaître. Donc, c'est une hypothèse qui est fausse. D'un point de vue vraiment logique et d'un point de vue vraiment de sa validité scientifique, elle n'est pas valide. Elle n'est pas défendable. Elle n'est pas en train de changer. La vie privée, d'abord, d'un point de vue conceptuel, est en train de changer. Et donc, si on a à un certain moment pu croire qu'elle disparaissait, bah, c'était tout simplement parce qu'elle est en train de se métamorphoser et on ne la reconnaît pas. La reconnaît pas forcément. Par contre, une chose qu'on dit est qu'il faut s'attendre, et là, effectivement, c'est un effort prospectif, il faut s'attendre à des réactions de plus en plus violentes et de plus en plus cycliques. Là, on revient à la question de dire, bon, si on a eu pendant 10 ans des réactions particulièrement violentes, ces réactions-là sont devenues véritablement des cycles. Tous les quelques dizaines de mois, en réalité, Facebook cherche de mettre en public des informations personnelles, les utilisateurs réagissent, surprotègent leurs informations personnelles et Facebook, forcément, doit à nouveau tout remettre en public. C'est une chose que vous écrivez dans le livre aussi, c'est que c'est l'intérêt même des entreprises de protéger la vie privée de leurs utilisateurs, parce que ça devient une niche marketing, ça devient aujourd'hui un vecteur commercial de croissance presque. Effectivement, et là on le voit par exemple avec l'intérêt des géants du web pour certains services ou certaines applications qui sont vendues comme des applications qui protègent la vie privée. Snapchat, à un certain moment, il était question de se faire racheter. Les milliards de dollars qu'auraient perdu les acteurs Google, Facebook, etc. suite aux révélations Snowden, ça, parce qu'il y a une perte de confiance. Et c'est clair. Et encore, voilà, par exemple, d'autres systèmes qui sont véritablement capables de gérer la vie privée. Là, je pense effectivement à des questions de crypto, et je pense aussi au fait de la perte d'argent qui est de certains acteurs, surtout des acteurs du cloud américain, suite aux révélations de la NSA. Les révélations de la NSA ont déterminé une perte de chiffre d'affaires qui a été estimée vraiment à plusieurs milliards de dollars pour les acteurs du cloud américain. Donc effectivement, regagner la confiance est quelque chose qui se fait et qui doit forcément passer par la reconnaissance de la vie privée des utilisateurs. On peut plus continuer à jouer avec cette idée, avec cette hypothèse de la fin de la vie privée. Et il est temps que les entreprises se rendent compte du fait qu'ils font fausse route s'ils vont par là. Et il est temps aussi que les utilisateurs prennent conscience de leur pouvoir. Et de leur pouvoir qui est aussi un pouvoir énorme, non seulement un pouvoir en termes de sanctions commerciales, mais aussi en termes de se protéger et de se protéger via les mesures légales qu'on a à notre disposition. Mais en même temps, c'est devenu un peu un nouveau marronnier. Il se passe quasiment pas un mois sans qu'il y ait un reportage qui parle de la fin de la vie privée à la télévision, dans la presse ou à la radio. Oui. Et il y a des philosophes du dimanche ou des vrais philosophes qui ne connaissent rien à ces questions-là, qui effectivement valident aussi le fait que bah oui, c'est la fin de la vie privée. Il y a la NSA, il y a Google, il y a Facebook. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est devenu comme ça un nouveau marronnier presque journalistique et philosophique contre lequel il faut se battre. Oui, mais moi, disons que j'ai beaucoup de confiance dans le fait que ces marronniers-là, à un certain moment, vont tomber. Je l'ai vu dans d'autres cas et pour d'autres idées qui étaient des idées reçues de l'Internet. Par exemple, l'idée du virtuel. On ne faisait que parler de ça pendant les années 90 et même les années 2000. Le fait d'insister que Internet, c'est le monde de la dématérialisation, de la perte de corps, de la perte de contact physique. Virtuel. Heureusement, justement, même notre travail de sociologue est là pour démystifier ces idées reçues et pour dire non, regardez d'autres éléments et regardez aussi les... Et tu fais confiance aux entreprises pour qu'elles et aux institutions. Là, il y a un sondage qui vient de tomber, c'est moins 46% de confiance dans les réseaux sociaux en un an, et il y a que 12% des sondés, alors c'est un sondage, qui font confiance dans les institutions type CNIL ou gouvernementales pour protéger nos données personnelles. Tu penses qu'ils vont pouvoir changer? Moi, je pense qu'il y a un travail important de pression sur les décideurs publics qu'il faut faire. Et je pense, bon, alors, c'est pas... De sensibilisation également. De sensibilisation, mais enfin, je le dis sans aucun problème. Ce livre a été écrit dans sa forme actuelle, donc Against the Hypothesis of the End of Privacy est un pamphlet en anglais, parce qu'il sert aussi pour exercer ce type de pression de la part de chercheurs universitaires sur les décideurs publics au niveau européen. Parce que, justement, la bataille se joue aussi au niveau de l'Europe. Il y a un projet de règlement sur la protection des données personnelles qui, depuis quelques mois, est en négociation à Bruxelles. Voilà, et qui rencontre pas mal de problèmes qui sont
sont aussi déterminés par le type de lobbying que les grands groupes industriels. C'est le gros lobby qu'on ait jamais, opération de lobbying qu'on n'ait jamais vu à Bruxelles, ça porte sur la protection des données personnelles. Voilà. Et donc, effectivement, on retombe sur cette notion de guerre culturelle. Oui, et cette notion de guerre culturelle, et tu le sais très bien, les pamphlets parfois servent aussi pour combattre des guerres. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a écrit. Sachant qu'aux États-Unis, donc il n'y a pas de loi type informatique et liberté, et que c'est aussi pour ça qu'il y a un énorme lobbying à Bruxelles. Merci beaucoup, Anthony Casilli. Donc, contre l'hypothèse de la fin de la vie privée, texte qui est sorti en français cet été, qu'on retrouve en anglais, qui vient de sortir en librairie. On se retrouve dans 15 jours. À très bientôt. Merci à vous.